Quand j'essaie de repenser à mes premiers souvenirs liés à la musique, il y en a un qui revient toujours. J'avais 4 ou 5 ans et je suis tombé sur un vieux DVD. C'était une compilation de clips d'un artiste au chapeau et aux gants blancs. Je comprenais pas encore ce que je regardais, mais je savais une chose, cet homme n'était pas comme les autres. 2 ou 3 ans plus tard, mon grand frère m'offre un iPod. Pour les plus jeunes ou les très très vieux, l'iPod c'était un peu comme un iPhone mais qui servait uniquement à écouter de la musique. À l'intérieur, toute la discographie de cet artiste. Et là, j'ai pris une deuxième claque. Une claque qui n'est jamais vraiment partie. Depuis ce jour, il ne s'est pas passé une seule journée sans que sa musique m'accompagne. J'ai grandi avec sa voix, je dirais même que c'est lui qui m'a donné cette passion pour la musique. Et du coup, c'est en quelque sorte à cause de lui que je suis en train de te saouler en te racontant ma vie. Tout ça pour dire qu'il y a un an, quand j'ai commencé les vidéos, je savais qu'un jour je devais retourner à l'origine. Revenir à celui qui, quand j'étais enfant, m'a fait comprendre que l'art pouvait toucher l'âme. Alors aujourd'hui, ce n'est pas juste une biographie. C'est un hommage, c'est un voyage pour l'enfant que j'étais. Voici l'histoire de Michael Jackson. Salut, moi c'est Oussel, c'est clairement la vidéo qui m'a demandé le plus de travail, des semaines de recherche, d'écriture, de montage. J'ai choisi d'utiliser les musiques et les images originales pour raconter cette histoire correctement, ce qui veut dire qu'il y a des droits d'auteur et donc cette vidéo, et comme toutes les vidéos de ma chaîne finalement, ne me rapporte pas de revenus. Donc si tu veux me soutenir, tu peux mettre un like et t'abonner pour pouvoir un jour peut-être monétiser mes vidéos. L'histoire de Michael Jackson, c'est parti. L'histoire commence dans une petite ville de l'Indiana, à Gary, située à 30 minutes de Chicago. On est le 29 août 1958 et le petit Michael Joseph Jackson voit le jour. Il est le 8e de 10 enfants et grandit dans une petite maison ouvrière avec ses parents, Joseph et Catherine Jackson. Son père est grutier dans les aciéries et sa mère est femme au foyer, fervente témoin de Jéhovah. Les deux sont passionnés de musique, Joseph a joué de la guitare dans un groupe local et Catherine chantonne de la country à ses heures perdues. L'atmosphère familiale est stricte, très stricte. Joseph impose une discipline de fer, n'hésitant pas à maltraiter ses enfants physiquement comme verbalement. Michael racontera plus tard que rien que voir son père entrer dans la pièce pouvait le faire vomir de peur. Une des rares possessions que Joe avait gardées de ses années de musicien était une guitare interdite aux enfants. Un jour, Tito, l'un des aînés, brise une corde en la prenant en cachette. Furieux, Joe demande à Tito de jouer pour voir ce qu'il sait faire. Tito s'exécute et à la surprise générale, il joue très bien. Ce jour-là, Joe entrevoit un moyen d'allier sa passion et la réussite de ses enfants. En 63, il décide de former un groupe familial, The Jackson Brothers. À l'origine, le groupe comprend Jackie au chant, Tito à la guitare et Jermaine à la basse. À mesure que le groupe prend de l'assurance, Joe finit par intégrer les plus jeunes. En 65, Marlon et Michael, qui a alors 7 ans, rejoignent la formation. Le groupe est rebaptisé The Jackson 5. Michael, trop petit pour chanter au début, joue des percussions en arrière-plan. La légende familiale raconte qu'un soir, Catherine aurait surpris Michael en train de chanter seul dans sa chambre avec une voix d'ange. Dès le concert suivant, Michael aurait été propulsé chanteur principal, et c'est alors une révélation pour tout le monde. Malgré son plus jeune âge, il est le plus charismatique et le plus doué du groupe. Commence alors un entraînement intensif, les frères répètent sans relâche, toujours sous l'œil sévère de Joe. Anecdote bien connue, Joe assistait aux répétitions assis sur une chaise, une ceinture à la main, prêt à punir la moindre fausse note. Michael en gardera des séquelles psychologiques, il fait des cauchemars, développe une grande timidité et plus tard une forte anxiété vis-à-vis de son apparence physique et notamment de son nez. À force de travail, le groupe se met à écumer les concours locaux, qu'il remporte systématiquement. Bien sûr, il y a le labeur acharné, mais surtout un talent indéniable. Partout où il passe, le petit Michael étonne le public par sa voix surpuissante et sa capacité à imiter les pas de danse de James Brown. En 67, les Jackson 5 signent un contrat avec un petit label local, la Steel Town Records. 3 chansons sont enregistrées et sans le savoir, vous allez entendre un petit bout d'histoire puisqu'il s'agit des premiers enregistrements officiels des Jackson 5 et donc de Michael Jackson. Le titre Big Boy passe à la radio locale, ce qui attire l'oreille d'un certain Bobby Taylor, membre d'un groupe de soul signé sur le célèbre label Motown. Bobby est tellement impressionné que ni une ni deux, il en parle au fondateur de son label, Berry Gordy.
Pour remettre un peu de contexte, Gordy a créé la Motown en 59 avec une vision simple mais révolutionnaire, produire des artistes noirs capables de conquérir le grand public américain au-delà des barrières raciales. Son pari est une immense réussite, la Motown devient une véritable usine à hits organisée comme une chaîne de montage avec auteurs, compositeurs, musiciens de studio, chorégraphes et coachs d'image qui travaillent ensemble pour créer des stars. C'est de là qu'ont émergé Stevie Wonder, Marvin Gaye et Diana Ross pour ne citer que. Vous l'aurez compris, en 68, intégrer la Motown, c'est entrer dans le cœur battant de la musique noire américaine. Les Jackson 5 passent une audition pour le label et sans surprise, Berry Gordy les signe immédiatement. Il comprend qu'il tient un phénomène et a alors une idée de génie pour les présenter au grand public. L'artiste phare du label à l'époque, c'est elle. La Motown a fait de Diana Ross une superstar mondiale. Alors pour donner plus d'éclat au lancement des Jackson 5, Gordy décide de les introduire au public comme la découverte de Diana Ross elle-même. Ce choix est stratégique, Diana Ross symbolise la réussite du label et son nom sert de tremplin instantané pour crédibiliser les jeunes inconnus. Pour ce faire, elle profite d'une émission de variété très populaire à l'époque, Hollywood Palace. Le 18 octobre 69, l'Amérique assiste sans le savoir à un moment culte, la première apparition de Michael Jackson à la télévision nationale, présentée par Diana Ross elle-même. Michael Jackson and the Jackson 5. Cette prestation marque le début officiel de la carrière des Jackson 5. Le lancement est suivi du single I Want You Back qui deviendra leur premier numéro 1. Puis l'année suivante, en 70, 3 nouveaux hits, ABC, The Love You Save et I Will Be There, se classent également numéro 1 aux États-Unis, officialisant la naissance d'un nouveau phénomène. Derrière l'illusion d'une découverte par Diana Ross, Berry Gordy vient d'orchestrer l'un des lancements les plus efficaces de l'histoire de la pop. Michael, à peine âgé de 11 ans, devient un enfant star adulé du public. En quelques années, le groupe enchaîne tournées et passages télé, provoquant une véritable Jackson Mania dans l'Amérique du début des années 70. Michael profite du succès de son groupe pour lancer en parallèle sa carrière solo chez la Motown. À seulement 13 ans, il sort en janvier 72 son premier album solo Got to Be There, qui propose un mélange de morceaux originaux et de reprises. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. And now I find the meaning to your story. And it's enough love for me to stay. Can't be I stayed away too long. L'album est un immense succès, il s'écoule à environ 1,6 million d'exemplaires dans le monde, soit bien plus que le dernier album des Jackson 5, sorti quelques mois plus tôt. Attention, Michael fait toujours partie du groupe, les relations entre les frères ne changent pas, mais tout le monde l'a compris, c'est lui la vedette. Un peu plus tard, la même année, il est sollicité pour enregistrer la chanson du film Ben, l'histoire d'un enfant qui se lie d'amitié avec un rat, sans se douter que ce dernier est le meneur d'une meute de rats sanguinaires. Oui, le synopsis est complètement fucked up, et le film l'est certainement aussi, mais la chanson de Michael, elle, c'est une masterclass.
Ben devient le premier morceau de Michael classé numéro 1 en solo, et il remporte même un Golden Globe de la meilleure chanson de film. À partir de là, Michael va sortir 3 autres albums solo avec la Motown en l'espace de 3 ans. Ben, Music Enemy et Forever Michael. Des disques propres mais formatés, pensés par la Motown pour un jeune prodige plus que pour un artiste libre. Michael ne choisit pas les chansons, ne décide pas des arrangements et ne contrôle rien. Même ses succès comme Ben ne lui appartiennent pas vraiment. Ses projets montrent son talent, mais il ne raconte pas encore qui il est. Michael a du succès, mais il reste avant tout la voix des Jackson 5 tout en gagnant en expérience et en maturité artistique avec son travail en solo. D'ailleurs, en 73, le groupe souhaite plus de liberté artistique, car à ce moment-là, ils sont complètement bridés chez la Motown. Leur image est contrôlée, ils sont sous-payés comparé à l'énorme quantité d'argent qu'ils génèrent, et pour vous dire, ils n'écrivent même pas leurs propres chansons. Cette frustration les amène à quitter la Motown pour signer chez Epic Records. Évidemment, avec autant d'argent en jeu, la transition est houleuse. La Motown les poursuit en justice pour rupture abusive de contrat. Un accord sera trouvé à l'amiable en 75, les frères quittent la Motown pour Epic, mais la Motown garde les droits sur le nom Jackson 5. Ils doivent donc se rebaptiser The Jacksons. De plus, Jermaine, l'un des frères, choisit de rester chez la Motown. Il était marié à Hazel Gordy, la fille de Berry Gordy, et il quitte donc le groupe. Il est remplacé par le Benjamin de la famille, Randy Jackson, reconstituant la fratrie sur scène. Sous le nom The Jacksons, le groupe continue à tourner et à enregistrer de nouveaux disques. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground. C'est une réussite, les frères parviennent enfin à écrire, produire et imposer leurs propres hits, mais au fil des albums, quelque chose change. Michael commence à se détacher du groupe. Sa voix, sa présence, son instinct artistique, tout laisse déjà entrevoir qu'il vise plus haut. Depuis qu'ils ont quitté la Motown, Michael cherche à repousser les limites du son familial et à trouver sa propre identité musicale. Et c'est justement à cette période, lors d'un événement décisif, qu'il va croiser la route d'un homme qui va tout changer, celui avec qui il signera le début d'une nouvelle ère. En 78, Michael participe au film The Wiz, une adaptation afro-américaine du Magicien d'Oz. Le film transpose l'histoire dans un univers urbain et coloré inspiré du New York des années 70. Michael y incarne l'épouvantail aux côtés de Diana Ross. Le projet est hyper ambitieux, c'est l'occasion pour la communauté noire de se réapproprier un classique hollywoodien. Mais malgré les moyens déployés, The Wiz sera un échec commercial. Pourtant, c'est là que tout bascule pour Michael, car il y rencontre Quincy Jones. À cette époque, Quincy est déjà un monument vivant. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le bonhomme, je crois même que je lui ai porté l'œil parce qu'il est décédé 3 jours après la publication de la vidéo. Bref, Quincy Jones donc, ancien trompettiste de jazz, il a travaillé avec Frank Sinatra et Ray Charles, a produit de nombreuses musiques de films et a contribué à moderniser la pop et la soul en y injectant des orchestrations de jazz et de funk. En 78, il cherche un nouveau souffle et une nouvelle génération d'artistes à accompagner. En voyant Michael sur le plateau, Quincy perçoit immédiatement son potentiel. Un perfectionniste obsédé par le détail, habité par une vision très précise de la musique et du mouvement. Pendant cette période, Michael vit aussi un bouleversement plus intime. Il se blesse au nez lors d'une répétition de danse et subit une rhinoplastie. L'opération marque le début d'une transformation physique progressive, parfois douloureuse, qui accompagnera sa quête de perfection. Symboliquement, c'est aussi le moment où il commence à sculpter son image comme il sculpte sa musique, avec exigence et obsession. La collaboration entre Michael et Quincy naît tout naturellement. Michael, impressionné par l'expérience et la rigueur de Quincy, lui demande conseil pour son prochain album solo. Quincy accepte alors sans hésiter. Il voit en lui un diamant brut prêt à exploser hors du cadre familial des Jacksons. Pour ce projet, Michael veut quelque chose de totalement différent de ce qu'il fait avec ses frères. Il exige une liberté artistique totale et décide de travailler sans eux, ce que son père Joe accepte, tant que cela ne dessert pas le groupe. Quincy se place alors en chef d'orchestre du projet et il va former une équipe digne des Avengers de la musique. Rod Temperton, considéré comme l'un des plus grands compositeurs de l'ombre de tous les temps. Paul McCartney, membre d'un petit groupe de rock local appelé les Beatles, je sais pas si vous connaissez. Stevie Wonder, un type qui n'a pas fait grand chose non plus, juste 25 Grammy Awards et plus de 100 millions d'albums vendus. Louis Johnson, bassiste de légende, souvent cité comme le plus grand bassiste de funk de tous les temps. Bruce Swedien, considéré comme le meilleur ingénieur du son de l'histoire, qui deviendra l'ingé son attitré de Michael.
Voilà, vous avez saisi, l'équipe est plutôt sympa. Les sessions d'enregistrement s'étalent de décembre 78 à juin 79 dans plusieurs studios de Los Angeles. Quincy découvre un Michael introverti mais hyper perfectionniste. Après avoir enregistré des dizaines de morceaux, Michael et Quincy sélectionnent ceux qui composeront le projet final, un album où ils prennent des risques et définissent pour la première fois le son de Michael Jackson en solo. Ce sera Off the Wall. Maintenant parlons stratégie. L'industrie du disque, à l'époque, a son fonctionnement bien rodé. Un album ne sort jamais seul. D'abord, on lance un single, c'est-à-dire un 45 tours avec un seul titre. Les radios et télévisions ont besoin d'un morceau précis à diffuser en boucle, donc le premier single sert de porte-drapeau pour annoncer l'album à venir. Une fois l'album dans les bacs, la stratégie est simple, sortir un nouveau single tiré de l'album toutes les 6 à 8 semaines afin de relancer l'attention, maintenir les passages radio et prolonger les ventes sur un an ou plus. Mais alors, pourquoi acheter un single plutôt que l'album entier directement ? D'abord le prix, un single coûte beaucoup moins cher qu'un album complet. Ensuite les exclusivités, les singles comportent souvent une phase B, avec par exemple un remix ou une version instrumentale inédite. Enfin, il faut bien comprendre que tous les morceaux d'un album ne sortent pas en single, chaque sortie doit donner envie au public d'acheter l'album entier. Le 28 juillet 79, le premier single de Off the Wall sort, donc pour annoncer l'album, et à partir de là, la machine est lancée. Don't Stop Till You Get Enough pose immédiatement le nouveau son de Michael. Un pur mélange disco et funk construit autour de sa voix et de ses cris caractéristiques. La structure du morceau est simple, sans rupture, ce qui la rend identifiable dès la première écoute. Son intro parlé devient instantanément culte. Le clip marque aussi une étape, c'est le tout premier clip de sa carrière solo. On y voit Michael en smoking dans un décor disco abstrait rempli de lasers et de reflets de cristal. Le morceau est accueilli en triomphe. Les critiques comprennent que c'est ce titre qui révèle enfin tout ce que Michael peut être. Un artiste complet, un chanteur sûr de lui, un auteur affirmé et surtout une future tête d'affiche. Tout cela se confirme quelques jours plus tard avec la sortie officielle de l'album Off the Wall. L'album est une révolution, il mélange R&B, funk, soul et ballade avec une aisance déconcertante. Tout le monde salue la production léchée de Quincy et les qualités de vocaliste de Michael. À sa sortie, c'est un carton, l'album va squatter le top 10 pop pendant près de 9 mois. 3 millions d'exemplaires seront vendus aux États-Unis la première année. Aujourd'hui, Off the Wall est certifié disque de diamant et dépasse les 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Michael a 21 ans et s'affirme comme un artiste solo majeur, remportant au passage son premier Grammy Award. N'importe qui serait comblé sauf que Michael, lui, est déçu. Comment ça, mon ref ? Pourquoi ? Il vient de vendre des millions d'albums et il a conquis la critique, mais malgré tout, il estime qu'on le sous-estime. Off the Wall n'a pas reçu le Grammy Award de l'album de l'année. Il déclara alors plus tard « C'est totalement injuste que Off the Wall n'ait pas eu le Grammy de l'album de l'année et cela ne doit plus jamais se reproduire. » Avant de vous parler de Thriller, il faut comprendre l'état d'esprit de Michael à ce moment-là. Oui, il a la rage de n'avoir pas eu le Grammy du meilleur album, mais il n'y a pas que ça. Premièrement, Joe Jackson, son père, est toujours son manager au début des années 80. Le problème, c'est que sous la gestion paternelle, les décisions sont souvent émotionnelles et centrées sur la famille. Joe gère les Jacksons comme un clan familial sans véritable stratégie à long terme pour la carrière solo de Michael. Ce dernier, au contraire, veut tout contrôler. L'artistique, le juridique, le financier, sans oublier que Michael lui en veut toujours pour les violences subies durant son enfance. La goutte d'eau sera l'apprentissage d'un lourd secret. Michael découvre que son père a eu un enfant caché avec une femme 20 ans plus jeune.
Michael décide alors de virer son père de son rôle de manager. À la place, il embauche John Branca, un avocat spécialisé dans le divertissement. L'ambiance change du tout au tout. Branca restructure les contrats, protège les droits d'auteur de Michael et négocie des deals bien plus avantageux pour lui. C'est notamment grâce à Branca que Michael obtient le contrôle total de son image et un pourcentage record sur les ventes de ses disques. Ce changement marque la fin de l'ère familiale et émotive et le début de Michael Jackson, l'homme d'affaires, maître de son empire. Deuxièmement, plusieurs événements font que Michael passe en mode revanchard. Il n'accepte plus le manque de respect et a soif de prouver sa valeur. Lors d'une interview avec le magazine Rolling Stone, Michael demande au journaliste s'il accepterait de le mettre en couverture. Le journaliste lui répond que non. Michael répond alors « On m'a dit à maintes reprises que mettre des noirs en couverture de magazine ne fait pas vendre. J'attends. Un jour ces mêmes magazines me supplieront pour une interview. Peut-être que je la ferai, ou peut-être pas. » Remettons-nous dans le contexte du début des années 80. Les États-Unis sont officiellement débarrassés de la ségrégation depuis les années 60, mais les inégalités raciales persistent partout, dans les médias, les institutions et particulièrement dans l'industrie du divertissement. À la télévision et à la radio, la musique noire reste souvent cantonnée aux stations R&B ou urbaines, tandis que les grandes chaînes privilégient des artistes blancs. La chaîne MTV, lancée en 81, diffuse des clips 24h/24, mais quasiment aucun artiste noir n'apparaît à l'antenne. La direction de la chaîne justifie ce choix en prétendant que sa programmation vise le rock, ce qui sous-entend un public blanc. Évidemment, ce n'est qu'un prétexte, cette ligne éditoriale sert à exclure la musique noire, pourtant dominante dans les classements. Même Off the Wall, malgré son succès, n'a pas eu le droit à la moindre diffusion sur MTV. Michael est pleinement conscient de tout ça. Il a grandi dans une Amérique qu'il applaudissait enfant, mais qui a toujours maintenu une barrière invisible entre les artistes noirs et le grand public. C'est donc un mélange de plusieurs choses, le fait qu'il se sente sous-estimé, sa relation avec son père qui se dégrade, et le contexte racial ambiant qui va nourrir son désir de revanche. Pour son prochain projet, il ne veut pas seulement battre des records, il veut effacer les frontières raciales dans la musique et prouver qu'un artiste noir peut dominer la pop mondiale. Son ambition dépasse la simple célébrité. Il veut être universel, au même niveau que les Beatles ou Elvis Presley, alors même que le système ne laissait jusque-là pas cette place aux artistes noirs. Pour y parvenir, il reforme son duo avec Quincy Jones avec une règle simple: chaque morceau de l'album doit pouvoir être un hit. Quincy fait de nouveau appel aux meilleurs, Rod Temperton et Bruce Sweden en pile. Le guitar héros Eddie Van Halen est invité à participer, tout comme certains membres du célèbre groupe Toto qui apportent leur synthé et leur savoir-faire d'orfèvre en studio. La production de l'album dure une bonne partie de l'année 82 et c'est éreintant. Michael assiste à tout, souvent tard la nuit, notant le moindre détail. Il exige des dizaines de prises pour une seule ligne de chant. Certains morceaux connaîtront des centaines de versions différentes. Par exemple, la chanson Billie Jean sera mixée 91 fois avant que Michael ne soit satisfait. À la fin de l'été 82, après plus de 6 mois de travail acharné, l'album est terminé. Michael écoute le mix final et il n'aime pas ce qu'il entend. Il trouve le son plat, brouillon, pas à la hauteur de ce qu'il imaginait. La désillusion est immense. Quincy racontera que ce soir-là, Michael est rentré chez lui en larmes, convaincu que l'album était un échec. Quincy et Sweden vont alors tout reprendre à zéro, ils remixent entièrement l'album, titre par titre, en repartant des bandes originales. Après 3 semaines de travail supplémentaire, Michael réécoute le projet et cette fois c'est une réussite. Le son correspond enfin à sa vision, précis, percutant et vivant. Bruce Sweden a réussi à apporter de la profondeur, de la clarté et une dimension presque cinématographique au son. Michael en est convaincu, cet album sera un tournant historique. Pour le single porte-drapeau, Michael choisit son duo avec Paul McCartney, The Girl Is Mine. L'idée est stratégique, séduire le public blanc adulte. Quincy soutient ce choix, estimant qu'un titre léger, accessible et mélodique est parfait pour lancer l'album. Avec le recul, ce sera perçu comme un choix un peu trop sage. Le morceau fonctionne correctement, il termine numéro 2 aux États-Unis, mais il ne crée pas l'événement escompté. Beaucoup trouvent la chanson trop gentille, certains fans sont même déçus, estimant que l'album sera mauvais parce que Michael Jackson s'est vendu au public blanc. Le 29 novembre 82, l'album tant attendu sort, Thriller. Chance against the thing with the 40 eyes, girl.
L'album est unique. Chaque titre a sa propre identité et la production est révolutionnaire, avec des mix ultra détaillés. En seulement 9 morceaux, Thriller condense tout ce que Michael Jackson voulait prouver, qu'un artiste noir pouvait créer l'album le plus ambitieux, le plus varié et le plus universel de l'histoire de la pop. Pourtant, à sa sortie, les critiques sont très positives, mais commercialement, le succès est encore modéré. L'album entre dans les charts à la 14e place pour une star comme Michael, c'est un démarrage un peu faible. L'élément déclencheur arrive 2 mois plus tard. Le 2 janvier 83, Billie Jean sort en single et le succès est énorme. À la radio, la ligne de basse hypnotique et le beat minimaliste accrochent immédiatement l'oreille de tout le monde. En plus de ça, la chanson intrigue. Michael y raconte l'histoire d'une femme obsédée qu'il accuse d'être le père de son enfant. Le ton est sombre, personnel, presque paranoïaque. À l'époque, les radios américaines sont cloisonnées. D'un côté, les stations pop-rock blanches, de l'autre, les stations R&B noires. Billie Jean brouille totalement la frontière, le morceau passe sur toutes les radios, chose rare pour un artiste noir. Ce single agit comme un second lancement pour l'album en attirant une nouvelle audience. Résultat, en mars 83, soit 3 mois après sa sortie, Thriller atteint enfin la première place des ventes d'albums. Mais ce n'est que le début. Car oui, la chanson cartonne, mais Michael et Quincy vont utiliser un levier stratégique supplémentaire pour amplifier son impact, le clip. Michael ne veut pas d'un clip banal où il chante simplement devant la caméra, il veut du cinéma. La maison de disques finance alors un clip pour Billie Jean avec l'objectif de le diffuser sur MTV. Voilà, le clip se fait, sauf que la chaîne refuse catégoriquement. Michael a beau être numéro 1 des ventes, les dirigeants de MTV ne veulent toujours pas d'un noir à l'antenne. Walter Yetnikoff, le président de CBS Records, va alors faire un move de GOAT. Il menace MTV de leur retirer tous les clips de ses artistes, et dans le catalogue de la CBS, il y a du lourd qui plaît au public blanc, comme Pink Floyd par exemple, ou Bruce Springsteen. MTV finit par céder le 2 mars 83, la chaîne diffuse enfin le clip de Billie Jean. On assiste alors à un moment d'histoire. Michael marche seul dans une ville sombre, suivi par un détective privé qui tente de le photographier sans jamais y parvenir. Il chante, exécute quelques pas de danse, puis disparaît dans la lumière. Pas de chorégraphie géante ni d'effets spectaculaires, tout repose sur l'aura de Michael, son style et quelques trouvailles visuelles qui deviendront cultes comme les dalles du trottoir qui s'illuminent sous ses pieds. L'effet escompté est au rendez-vous et Billie Jean explose encore plus fort. Dans le même temps, Michael sort le morceau Beat It en single avec également un clip à la clé. MTV, qui constate que Billie Jean fait un carton d'audience, accepte sans sourciller de diffuser aussi Beat It. Dans ce clip, on voit 2 gangs s'affronter dans les rues de Los Angeles. Michael intervient et transforme la bagarre en une danse collective, symbole de réconciliation. Résultat, un deuxième clip culte en à peine un mois et un nouveau symbole, celui d'une fusion entre le rock, la pop et la culture de rue. Le succès de ces 2 clips force littéralement MTV à changer les règles du jeu. Pour la première fois, un artiste noir envahit les écrans du monde entier. Michael Jackson ne se contente plus d'exister dans la pop, il la redéfinit. Il devient le symbole d'une unité culturelle planétaire, ouvrant la voie à toute une génération d'artistes noirs qui, grâce à lui, seront enfin visibles à la télévision. Entre-temps, la Motown, l'ancien label de Michael, fête ses 25 ans d'existence. Pour l'occasion, Berry Gordy organise une grande émission de télé en réunissant les légendes du label, Diana Ross, Stevie Wonder et bien sûr les Jackson 5. Michael accepte de participer à condition de pouvoir chanter aussi un titre de son album solo. C'est une demande exceptionnelle car la soirée devait uniquement rendre hommage au catalogue de la Motown. Berry Gordy hésite, puis finit par céder. Le jour venu, le 25 mars 83, Michael commence par retrouver ses frères sur scène pour un medley des Jackson 5, puis ses frères le quittent, la musique de Billie Jean démarre et il reste seul sur scène.
Jackson n'avait jamais vu un tel niveau de maîtrise entre le chant, la danse et la mise en scène. Devant leur télé, plus de 50 millions d'Américains assistent ébahis à la naissance d'un nouveau mythe. Ce soir-là, Michael exécute pour la première fois un pas de danse qui deviendra son emblème, le moonwalk. Quelques secondes qui suffisent à le faire rentrer un peu plus dans la légende. À partir de ce moment, Michael devient en quelque sorte le centre de gravité de la musique mondiale. Durant l'été 83, il retrouve Paul McCartney pour le duo Say Say Say, qui deviendra un succès planétaire. Si je vous parle de ce titre, ce n'est pas tant pour la musique, mais surtout pour la relation entre Paul et Michael. Paul McCartney avait et a toujours le sens des affaires, notamment sur les droits d'édition musicale. Concrètement, quand une chanson passe à la radio, est utilisée dans un film, une pub et reprise par un autre artiste, le propriétaire des droits d'édition touche des royalties. Ces droits appartiennent généralement aux auteurs-compositeurs ou à ceux qui les rachètent. McCartney, déjà multimillionnaire grâce aux Beatles, avait encore augmenté sa fortune en rachetant les catalogues d'autres artistes. Il possède ainsi des dizaines de catalogues de chansons et encaisse l'argent à chaque exploitation. Michael, fasciné, retient bien la leçon, on y reviendra un peu plus tard. À l'automne 83, les ventes de l'album Thriller commencent doucement à décélérer. Michael décide alors de prendre la même recette et de recommencer. Sortir un morceau de l'album en single, accompagné d'un clip événement. Mais cette fois-ci, il veut frapper encore plus fort. C'est la chanson Thriller qui est choisie, un morceau qui joue avec les codes des films d'horreur, thème idéal pour proposer un clip mémorable. Michael veut repousser les limites de ce qu'un clip peut être. À l'époque, un clip dure en moyenne 3 à 4 minutes, Thriller en fera 14. Le budget moyen d'un clip est de 50 000 $, Thriller va en coûter 500 000 $, soit l'équivalent d'environ 1,5 million de dollars d'aujourd'hui. C'est tellement cher que Michael financera lui-même une partie du projet. Le tournage a lieu en octobre 83 à Los Angeles sous la direction de John Landis, un réal de films d'horreur réputé. Le 2 décembre 83, le clip est diffusé pour la première fois et c'est un véritable raz-de-marée culturel. Le clip alterne entre fiction et réalité. Michael se transforme une première fois en loup-garou, puis en zombie, et une horde de morts-vivants sort de terre pour l'entourer. Michael et les zombies enchaînent alors ce qui deviendra la chorégraphie la plus célèbre de l'histoire de la musique. Le pari est plus que gagnant, l'album Thriller remonte à la première place des ventes. Les ventes atteignent même des niveaux inédits, à son apogée l'album se vend jusqu'à près d'1 million d'exemplaires par semaine. Puis en février 84, soit 15 mois après sa sortie, Thriller devient officiellement l'album le plus vendu de tous les temps, avec environ 25 millions d'exemplaires écoulés. Le mois suivant, lors des Grammy Awards 84, Michael remportera 8 Grammys en une seule soirée, un record, dont celui tant désiré de l'album de l'année. Ça y est, la boucle est bouclée. Aujourd'hui encore, Thriller reste l'album le plus vendu de l'histoire, avec des estimations d'environ 70 millions d'exemplaires dans le monde. Un record absolu qui ne sera peut-être jamais battu. Thriller a tout changé. Le monde entier l'adore, les records tombent, mais avant d'entamer l'ère bad, une série d'événements va façonner la personne et l'artiste qu'il est sur le point de devenir, entre consécration, douleur et prise de pouvoir. Le 27 janvier 84, durant le tournage d'une pub pour Pepsi, un effet pyrotechnique tourne mal. Les cheveux de Michael prennent feu en plein milieu de la scène. Il est transporté d'urgence à l'hôpital avec de sérieuses brûlures au cuir chevelu. Des caméras filment son arrivée sur un brancard, la tête enveloppée de bandages, saluant malgré tout la foule, des images qui feront le tour du monde. Au lieu de poursuivre Pepsi en justice, Michael demande simplement que l'argent de l'assurance, soit 1,5 million de $, soit reversé au centre pour grands brûlés où il a été soigné. Mais le mal est fait, à cause de cet incident, il subit plusieurs interventions chirurgicales reconstructrices et commence à prendre des antidouleurs, ce qui petit à petit crée une dépendance. Dans le même temps, les événements s'enchaînent. Il reçoit son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood, il rencontre le président Ronald Reagan à la Maison Blanche, il effectue avec ses frères le Victory Tour, la toute dernière tournée des Jacksons, puis en fin d'année 84, Lionel Richie le contacte pour coécrire une chanson humanitaire contre la famine en Afrique. Cette chanson, intitulée We Are the World, est enregistrée le 28 janvier 85 à Los Angeles. Pas moins de 45 artistes y participent sous la houlette de Quincy Jones. Le message est simple et universel, l'unité, la solidarité et l'espoir collectif. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. 20 millions d'exemplaires du single seront vendus et 60 millions de $ seront récoltés pour la cause, un record absolu pour une œuvre caritative.
L'année suivante, en 86, le catalogue d'édition musicale ATV Music, qui contient notamment la majorité des chansons des Beatles, est mis en vente. Michael Jackson se montre immédiatement intéressé. Grâce à cette discussion avec McCartney, il comprend désormais la valeur d'un tel patrimoine musical. Paul McCartney, pourtant directement concerné, juge le prix trop élevé. Après 10 mois de négociations, Michael remporte l'affaire et achète le catalogue pour 47,5 millions de dollars. Un véritable coup de maître, car la valeur de ce catalogue serait estimée plus tard à près d'1 milliard de dollars. Financièrement, Michael sécurise ainsi une source de revenus indépendante de ses ventes de disques, et symboliquement, il devient un des maîtres du système, là où quelques décennies plus tôt, les artistes noirs étaient presque systématiquement exclus de la propriété de leurs œuvres. Revenons à la musique, début 87, Michael prépare son prochain album. Le défi est sans précédent, sachant qu'il vient de sortir l'album le plus vendu et le plus impactant de tous les temps. Entre 85 et 87, Michael Jackson atteint un niveau de popularité jamais vu, à tel point qu'un débat absurde agite les médias. Michael Jackson est-il plus connu que Jésus ? Ce débat, en plus d'être idiot, révèle surtout une chose, il a atteint un niveau de gloire tellement inhumain qu'il en est déshumanisant. L'image du prodige aimé de tous commence à se teinter d'étrangeté. On ne voit plus Michael Jackson comme un jeune homme gentil et talentueux, il devient une figure insaisissable, quasi mythologique. Cette image va être accentuée par plusieurs éléments. Il ne peut plus sortir sans escorte, dès qu'il apparaît en public c'est l'émeute, il doit se cacher derrière des masques ou des déguisements, sa peau se dépigmente et son visage change. Les tabloïds inventent un personnage autour de lui, Waco Jacko, surnom moqueur qui pourrait se traduire par Jackson le cinglé. Les histoires délirantes s'enchaînent dans la presse à scandale, on raconte qu'il dormirait dans une chambre à oxygène pour rester jeune, qu'il vivrait avec un chimpanzé dans un ranch féerique, ou qu'il se blanchirait la peau volontairement. La plupart de ces récits sont faux, exagérés ou sortis de leur contexte, mais ils frappent l'imaginaire collectif. Peu à peu, ces rumeurs le transforment en une créature médiatique mi-génie, mi-fou. Les gens ne parlent plus de sa musique, mais de ses supposées bizarreries. Cette image commence à avoir des effets concrets, certains artistes hésitent à collaborer avec lui par peur d'être associés à ses excentricités. C'est ce qui se passe notamment avec Whitney Houston et Barbra Streisand. Chacune s'est vu proposer un duo sur le premier single du futur album et les deux ont refusé. Les médias de leur côté le traquent sans relâche, créant un climat de méfiance et de paranoïa autour de lui. En privé, Michael se replie sur lui-même et devient obsédé par le contrôle de son image. Il ne veut plus laisser personne raconter son histoire à sa place. Tout ce contexte va influencer directement la vision de son prochain album. Michael veut répondre à l'image qu'on lui colle, celle d'un garçon trop gentil, bizarre, irréel. Il veut reprendre le contrôle du récit, prouver qu'il n'est ni fou, ni faible, mais qu'il est fort, confiant et maître de son art. C'est décidé. Pour cet album, il endossera le rôle du mauvais garçon. Il reforme alors son duo avec Quincy Jones et l'enregistrement de l'album va durer près de 2 ans. Michael arrive en studio avec des dizaines de démos qu'il a lui-même composées. Sur les 11 morceaux finaux, 9 sont écrits ou coécrits par lui. Le ton est plus sec, plus urbain, plus pop-rock. Quincy l'entoure encore une fois de musiciens d'élite et comme à son habitude, l'ambiance est intense. Michael veut tout perfectionner. Chaque son, chaque souffle est calibré. L'attente du public est énorme, puis le 20 juillet 87, le premier single de l'album sort enfin, le fameux Porte-Drapeau. Alors je sais ce que vous pensez, je vous parle d'un Michael qui veut jouer le bad boy et il nous sort en premier single une balade d'amour toute douce. Je m'explique, ça fait 5 ans qu'il n'a rien sorti de nouveau, son retour doit soigner son image après des années de rumeurs folles. Michael pense qu'il ne peut pas revenir d'emblée avec un morceau agressif, et puis s'il veut choquer avec l'album, proposer d'abord un single doux paraît finalement plus stratégique. Un mois plus tard, le 31 août 87, l'album sort, il s'appelle Bad. In a scene. Baby, love that you never show she can. No, you won't see her kissing her. Baby, love that she acts like I'm not there. You're just another part of me.
Commercialement, Bad démarre très fort, plus de 2 millions d'exemplaires vendus la première semaine dans le monde, un record à l'époque. Mais sur le plan symbolique, l'album n'a pas encore marqué le public. Au moment de sa sortie, aucun clip n'a encore été dévoilé. Or, on l'a vu avec Thriller, Michael sait que les clips sont devenus indispensables pour marquer les esprits. Ça ne va pas tarder, une semaine après la sortie de l'album, Michael dévoile le morceau Bad en single, accompagné d'un court-métrage de 18 minutes réalisé par Martin Scorsese, s'il vous plaît. Le clip raconte l'histoire de Daryl, un jeune noir qui rentre dans son quartier après avoir étudié dans une école privée. Ses anciens amis le trouvent changé, trop sage, et le provoquent pour qu'il prouve qu'il est toujours bad. La confrontation culmine dans une station de métro où Michael, alias Daryl, choisit la danse plutôt que la violence. La scène se transforme alors en affrontement chorégraphié inspiré de West Side Story. Michael y montre pour la première fois son nouveau visage et son nouveau style, cuir noir, regard dur, posture assurée. Très vite, le public fait le parallèle entre Michael lui-même et le personnage de Daryl qui l'incarne. C'est aussi la première fois qu'un réalisateur oscarisé comme Scorsese met en scène un artiste pop. La collaboration fait les gros titres et le projet Bad gagne encore en crédibilité. À partir de là, les sorties de singles accompagnées de leurs clips vont s'enchaîner et le run va être historique. Novembre 87, The Way You Make Me Feel, on y voit Michael aborder et séduire une femme en dansant dans la rue. Il y dévoile une facette plus sensuelle, plus mature et plus charismatique de sa personnalité. Janvier 88, Man in the Mirror. Le clip compile des images d'événements historiques marquants, manifestations, famines, figures de paix, sans montrer Michael, pour laisser toute la place au message introspectif de la chanson, le besoin de se changer soi-même pour changer le monde. Avril 88, Dirty Diana, un clip live dans lequel Michael offre une performance très rock avec une attitude provocatrice. Novembre 88, Smooth Criminal, un court-métrage devenu culte, extrait du film Moonwalker, où Michael incarne un mystérieux gentleman en costume blanc entrant dans un club rempli de gangsters. Très vite, tout le club se transforme en une gigantesque chorégraphie millimétrée. C'est dans ce clip qu'il réalise son célèbre pas de danse anti-gravité, penché à 45 degrés en avant. Bad devient alors le premier single de l'histoire à placer 5 singles numéro 1. Même si Bad avait tout pour rivaliser avec Thriller, les tubes, les clips, les moments cultes, il s'écoulera à seulement 35 millions d'exemplaires dans le monde. Alors oui, il ne dépasse pas Thriller, mais à l'époque, Bad devient tout de même le deuxième album le plus vendu de tous les temps, derrière justement Thriller. En clair, Michael instaure une véritable dictature sur l'industrie musicale. On a l'impression qu'il est le seul artiste au monde capable de se dépasser lui-même. S'ensuit la première tournée mondiale en solo de Michael. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'avait pas fait de tournée mondiale pour Thriller, il s'était contenté d'une tournée aux États-Unis avec ses frères en 84. Cette fois, il part à la conquête du monde en son nom propre, et tous les records tombent. La tournée Bad World Tour s'étale de septembre 87 à janvier 89, il se produit dans 15 pays devant 4,4 millions de spectateurs au total, du jamais vu à l'époque pour une tournée en solo. Côté finance, la tournée génère plus de 125 millions de dollars de recettes, soit environ 300 millions d'aujourd'hui, ce qui en fait alors la tournée la plus lucrative de l'histoire à l'époque. Après Bad, Michael s'offre un immense domaine en Californie, à Los Olivos, d'une superficie de 11 km². Pour vous donner une idée, c'est la taille cumulée du 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et une partie du 7e arrondissement de Paris. En gros, c'est très grand. Il le paye environ 17 millions de dollars et le transforme peu à peu en un véritable parc d'attractions. Il y installe un zoo, une grande roue, un cinéma privé et des dizaines de manèges. Son rêve, c'est de recréer un monde où l'enfance ne s'arrête jamais. Il le baptise Neverland comme le pays imaginaire de Peter Pan. Car au fond, Michael ne s'est jamais vraiment reconnu dans le monde des adultes. Il fuit la pression, la solitude et surtout les blessures d'une enfance volée par la célébrité et par un père trop strict. Mais derrière cette bulle de rêve, Neverland révèle aussi autre chose, le besoin de Michael de se protéger d'un monde qu'il ne comprend plus et d'un monde qui bientôt ne le comprendra plus non plus. En mars 91, Michael signe avec Sony Music le plus gros contrat jamais accordé à un artiste, 65 millions de dollars, soit environ 150 millions d'aujourd'hui, avec à la clé un pourcentage exceptionnel de 25% sur les ventes d'albums du jamais vu. L'accord prévoit la sortie de 6 nouveaux albums sur 15 ans et des revenus potentiels estimés à plus de 1,1 milliard pour Sony. Michael devient ainsi l'artiste le mieux payé de l'histoire, tandis que Sony s'assure la poule aux œufs d'or de l'industrie. Après la tournée monumentale du Bad World Tour,
Michael rentre chez lui avec une seule idée en tête, vous commencez à connaître le personnage, il veut aller encore plus loin. Au départ, il travaille sur un projet baptisé Decade, une compilation censée regrouper ses plus grands titres des années 80 et quelques inédits, mais l'idée est vite abandonnée. Michael veut un nouvel album studio, pas un best-of. Il veut quelque chose de moderne et de radicalement différent, on a l'habitude. Pour cela, il ne veut pas faire appel à Quincy Jones. Pour la première fois depuis 10 ans, le duo Michael-Quincy ne travaillera pas ensemble. Leur collaboration a défini le son de la pop des années 80, mais Michael veut désormais se tourner vers les années 90, plus urbaine, plus électronique. C'est là qu'il fait appel à Teddy Riley, le pionnier du New Jack Swing, un genre musical qui mélange funk, R&B et hip-hop avec des rythmes plus saccadés et des percussions très présentes. Cette rencontre change tout. Le prochain album sera plus rythmé, nerveux et contemporain. Michael veut se reconnecter avec la culture afro-américaine qu'il estime avoir délaissée avec Bad. L'album est enregistré entre juin 90 et octobre 91, soit 17 mois de travail, l'une des sessions les plus longues de sa carrière. Comme toujours, chaque son, chaque battement, chaque respiration est peaufiné. La musicalité a beau être différente, la stratégie restera la même. Un single qui sort peu avant l'album, puis d'autres singles tous les 2-3 mois. Le 11 novembre 91, le premier morceau est dévoilé. Il s'appelle Black or White et comme son nom l'indique, la chanson appelle à ne pas juger les gens en fonction de leur couleur de peau. Et comme à son habitude, Michael propose un véritable court-métrage pour accompagner le single. Le morceau connaît un succès fulgurant, il avait tout pour. Le clip réalisé par John Landis, le même réalisateur que Thriller, est diffusé en simultané sur plusieurs chaînes le 14 novembre 91 et réunit 500 millions de téléspectateurs dans le monde. On y retrouve Macaulay Culkin, la star de Maman j'ai raté l'avion dans l'intro, le guitariste Slash en guest et même une toute jeune Tyra Banks dans la fameuse séquence de fin. Avec son message d'égalité raciale et ses effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque, Michael réussit une nouvelle fois l'exploit de créer un phénomène culturel planétaire. Le morceau restera 7 semaines d'affilée numéro 1, faisant de Michael Jackson le premier artiste à classer un titre numéro 1 sur 3 décennies différentes, 70s, 80s et 90s. Le morceau atteint aussi la première place au Royaume-Uni, en France et dans la majorité des pays du globe, du Canada à l'Australie en passant par l'Italie, la Suède ou la Suisse. Bref, Michael ne pouvait pas rêver de meilleure promotion pour l'album à venir. 2 semaines plus tard, sort l'album Dangerous. Sans surprise, Dangerous est accueilli comme l'un des événements musicaux de la décennie. Le public découvre un Michael plus moderne, plus urbain. Les critiques saluent sa prise de risque artistique. C'est la première fois en 10 ans qu'il réalise un album sans Quincy Jones et le pari est réussi. Les singles et les clips vont ensuite s'enchaîner, offrant une véritable œuvre visuelle cohérente. Dans Remember the Time, Michael joue les magiciens dans l'Égypte antique, aux côtés d'Eddie Murphy et de Magic Johnson, sur fond d'histoire d'amour et de jalousie dans un palais pharaonique. Avec In the Closet, il change complètement de ton, clip en noir et blanc, tourné dans le désert californien, en duo sensuel avec Naomi Campbell. Michael y apparaît dans une chorégraphie minimaliste, sexy et épurée qui choque certains puritains à l'époque. Who Is It, réalisé par David Fincher, adopte une approche plus cinématographique et sombre, suivant l'histoire d'une femme à la double vie et reflétant la solitude et la paranoïa de Michael. Dans Jame, il fusionne musique et sport. Michael Jackson affronte Michael Jordan dans un entrepôt désaffecté. Enfin, Heal the World clôt la série avec un message universel de paix. On y voit des enfants du monde entier, des images de guerre et d'espoir. Michael apparaît comme une figure fédératrice, prenant l'amour et l'entraide.
Commercialement, c'est encore un raz-de-marée, l'album se classe numéro 1 dans plus de 20 pays, plus de 7 millions d'exemplaires sont vendus en 6 semaines, et on dépassera les 32 millions d'exemplaires au total. Dangerous deviendra alors le 6e album le plus vendu de l'histoire. À cette époque, Thriller et Bad occupent respectivement la première et la deuxième place du classement des ventes mondiales. Évidemment, Michael lance une tournée mondiale gigantesque, le Dangerous World Tour, 69 concerts, 35 pays, 4 millions de spectateurs prévus, un show futuriste où Michael arrive sur scène catapulté depuis le dessous de la scène, puis reste figé de longues secondes devant la foule hystérique, des effets pyrotechniques massifs, des chorégraphies millimétrées. Après ça, Michael est au sommet absolu de sa gloire. C'est avec ce statut que Michael se produit à la mi-temps du Super Bowl. Il faut comprendre qu'à l'époque, ce n'est pas du tout un rendez-vous musical majeur comme ça l'est aujourd'hui. Jusqu'au début des années 90, la mi-temps du Super Bowl était occupée par des fanfares universitaires ou des spectacles locaux. L'objectif était juste de distraire le public dans le stade, pas de créer un show télévisé à part entière. En 92, la NFL se rend compte du problème, le programme concurrent diffusé à la mi-temps sur une autre chaîne commence à faire plus d'audience qu'eux. Ils ont alors l'idée brillante de proposer un vrai concert de la mi-temps et contactent alors Michael. Résultat, avec son show de 93, il révolutionne totalement le concept. Sa performance inclut des chorégraphies grandioses, des effets pyrotechniques, des messages d'unité et une production digne d'un vrai concert. Plus de 250 millions de téléspectateurs regardent en direct. Depuis ce jour, la mi-temps du Super Bowl est devenue un rendez-vous musical central où se produisent chaque année les plus grandes stars du moment. Il est l'homme le plus célèbre du monde, point. Évidemment, les rumeurs absurdes reprennent de plus belle sur sa peau, son mode de vie, sa prétendue folie. Il décide alors d'ouvrir pour la première fois les portes de Neverland à la télévision en accordant une interview à Oprah Winfrey, la journaliste la plus influente des États-Unis. L'interview diffusée en direct depuis son ranch en février 93 réunit près de 100 millions de téléspectateurs. Pendant plus d'une heure, Michael y parle à cœur ouvert de son enfance difficile, son père violent, sa solitude, et révèle pour la première fois souffrir de vitiligo, une maladie qui dépigmente certaines zones du corps, ce qui explique l'éclaircissement de sa peau. Il explique aussi que Neverland est son refuge, un lieu pour retrouver l'enfance qu'il n'a jamais eue. L'entretien bouleverse l'opinion publique et redonne à Michael une image humaine, sincère et émouvante. Mais cette parenthèse d'empathie ne va pas durer. Quelques mois plus tard, une affaire va brutalement briser cette image et changer sa vie à jamais. En août 93, en plein milieu de la tournée mondiale Dangerous, un scandale éclate. Le père d'un garçon de 13 ans, Evan Chandler, accuse publiquement Michael d'avoir eu un comportement inapproprié avec son fils, Jordan. La nouvelle fait immédiatement la une des journaux du monde entier et devient un scandale planétaire. Alors voici les faits reprochés. En mai 92, la limousine de Michael Jackson tombe en panne dans un quartier de Los Angeles. Michael, accompagné de son garde du corps, se rend à pied chez un garagiste voisin pour demander de l'aide. Surpris de voir la star en personne, le garagiste appelle sa femme, qui réplique avec 2 enfants. Parmi eux se trouve Jordan Chandler, 12 ans, grand admirateur de Michael. Il lui raconte qu'après l'accident de la pub Pepsi en 84, il lui aurait envoyé un dessin pour lui souhaiter un bon rétablissement. Le courant passe immédiatement entre eux. Michael échange son numéro de téléphone avec la famille et reste régulièrement en contact avec Jordan. La famille Chandler, au début, ne voit rien d'anormal à cette relation d'amitié. Les mois suivants, il accompagne Michael à plusieurs événements à travers le monde. Jusqu'ici, oui, c'est inhabituel pour le commun des mortels, mais rien d'illégal. Tout bascule en août 93. Evan Chandler, le père, accuse Michael d'avoir agressé sexuellement son fils. Les médias s'emparent du dossier et c'est l'hystérie. Les gros titres parlent de monstres, de double vie, et chaque détail de l'amitié de Michael avec les enfants est disséqué. C'est la première fois que Michael est associé à ce type d'accusation. Pour le grand public, le choc est total. Son visage, qui incarnait jusque-là le rêve et le succès, devient le symbole d'un possible scandale sexuel. Les amis, la famille, les anciens collaborateurs, tout le monde est interrogé. Même sa sœur Latoya laisse entendre à la télévision qu'il pourrait être coupable, ce qui ne laisse aucun doute pour l'opinion. Michael Jackson est un agresseur sexuel. En quelques semaines, il passe du statut d'idole à celui de paria présumé. Et il est toujours en tournée. La pression est énorme, concerts géants le soir, avocats et médias la journée.
Pour tenir le coup, Michael se repose de plus en plus sur des calmants et des antidouleurs puissants qu'il utilisait déjà depuis l'accident Pepsi et d'autres blessures, mais là sa consommation dérape. Il l'admettra plus tard, il est dépassé par la douleur, l'insomnie et le stress combinés. Son état se dégrade, il perd du poids et paraît souvent absent. Face à ça, les médecins l'alertent et son entourage insiste, il doit arrêter. En novembre 93, Michael est contraint d'annuler la fin de la tournée Dangerous et d'entrer en cure pour soigner sa dépendance aux médicaments. Officiellement, il parle d'une dépendance aux antidouleurs liée à sa blessure et à la pression, mais pour le public, l'image est désastreuse. La star qui régnait sur le monde se retire en catastrophe en pleine tourmente judiciaire. Pendant ce temps, la procédure judiciaire suit son cours. Les autorités ouvrent une enquête criminelle. La justice veut vérifier si les accusations sont fondées. Neverland, son refuge, devient une scène de crime présumé. La police perquisitionne le ranch de fond en comble, fouille les chambres, les bâtiments, saisit des documents et des objets personnels. Michael est sommé de se soumettre à un examen physique très intrusif, destiné à vérifier si la description de son pénis correspond à celle donnée par l'enfant. Ces images de voitures, de police à Neverland et de communiqués d'avocats font le tour du monde et entachent gravement son image. Puis en janvier 1994, l'équipe de Michael signe un accord financier d'environ 22 millions de dollars avec la famille Chandler pour régler le procès civil à l'amiable. Selon ses proches, Michael était alors très affaibli physiquement et psychologiquement et ne voulait pas subir 1 ou 2 ans de procédure de plus. Cet arrangement met fin à la plainte au civil, mais l'enquête criminelle, elle, se poursuit indépendamment. Or, dans cette enquête pénale, le procureur avait besoin du témoignage direct de Jordan Chandler pour poursuivre. Le jeune garçon, conseillé par ses avocats, a refusé de témoigner après le règlement à l'amiable. Et résultat, l'affaire est classée sans suite le 22 septembre 1994, faute de preuves et de coopération du plaignant. Michael ne le sait pas encore, mais ce règlement à l'amiable était sûrement la pire décision possible pour son image. Car pour beaucoup, payer une telle somme pour faire taire l'affaire équivalait à reconnaître implicitement sa culpabilité. On apprendra plus tard que cette décision n'a pas été prise par Michael lui-même, mais par ses avocats et Sony, qui voyaient l'hémorragie financière et le désastre d'image pour l'entreprise. Quoi qu'il en soit, c'est le début d'une cassure irréversible entre Michael Jackson et l'opinion mondiale, une fracture qui hantera tout le reste de sa carrière. Après la fin de l'affaire Chandler en septembre 1994, Michael disparaît presque totalement de la scène médiatique. Épuisé, il se retire de Neverland et voyage à l'étranger pour se reconstruire physiquement et mentalement, loin de la tempête américaine. Cette période d'isolement marque aussi un tournant personnel. Le 26 mai 1994, il se marie en secret avec Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis Presley. Leur union, rendue publique quelques mois plus tard, intrigue le monde entier. Certains y voient une sincère histoire d'amour, d'autres une manœuvre de communication pour redorer l'image de Michael. Quoi qu'il en soit, ça symbolise surtout la volonté de Michael de reprendre sa vie en main. Parallèlement, il retourne en studio et commence à travailler sur un nouveau projet ambitieux, His Story. Michael a envie de répondre au monde entier, il ne veut pas sortir qu'un simple nouvel album, il veut raconter sa version de l'histoire. D'où le titre à double sens, History pour l'histoire et His Story pour son histoire à lui. Pour symboliser cette dualité, il imagine un double album. Le premier disque, History Begins, rassemble ses plus grands succès, comme une rétrospective de sa gloire passée, et le second, History Continues, contient des inédits beaucoup plus sombres et introspectifs. L'enregistrement s'étend sur près d'1 an, entre fin 1994 et le printemps 1995. On a désormais l'habitude de Michael travailler de manière obsessionnelle, des centaines de prises de voix, des mixages interminables. Le budget de production dépasse les 30 millions de dollars, ce qui en fait un des albums les plus chers jamais produits. Comme d'habitude, on sort un single pour annoncer la couleur. Cette fois-ci, c'est un double single qui fait office de porte-drapeau, Scream, en duo avec sa sœur Janet, et Childhood en face B. Scream est un cri de colère des Jackson contre les médias. Le clip futuriste en noir et blanc dans l'espace coûte 7 millions de dollars, soit 15 millions d'aujourd'hui, ce qui en fait à l'époque le clip le plus cher de l'histoire. A l'inverse, Childhood est une balade mélancolique où Michael évoque son enfance perdue, illustrée par un clip poétique inspiré de Peter Pan,
avec des enfants qui volent au-dessus d'une forêt enchantée. Malgré la méfiance qui entoure encore son nom, ce double single va marquer les esprits et les charts. Il entre directement 5ème au Billboard, ce qui en fait à l'époque le meilleur démarrage pour un single. Il bat un record vieux de 25 ans détenu par les Beatles avec Let It Be. C'est un succès, mais une question demeure, Michael va-t-il réussir après tout ce scandale à sortir un album à la hauteur de sa légende? La réponse est oui, l'album History sort le 20 juin 1995. Sony orchestre une campagne de lancement jamais vue. Statue géante de Michael à travers l'Europe, publicité au cinéma, spots télévisés. Les ventes sont au rendez-vous, 7 millions d'exemplaires écoulés en quelques semaines, numéro 1 dans plus de 20 pays. Les critiques reconnaissent un album impressionnant par sa production et par la force émotionnelle de ses thèmes. Michael évoque la compassion avec Earth Song, où il dénonce la destruction de la planète, la guerre et la misère humaine. Le clip montre des scènes de déforestation, de famine et de conflits entrecoupés d'images de Michael chantant au milieu des décombres. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes parlent d'écologie, mais en 1995, c'est quasiment inédit dans la pop. Personne n'abordait encore frontalement le réchauffement climatique ou la sauvegarde de la planète. Michael l'a fait avant tout le monde, et avec une émotion et une ambition visuelle incroyables, faisant d'Earth Song un morceau tellement en avance sur son temps. Il évoque aussi l'engagement avec They Don't Care About Us, l'un de ses titres les plus politiques et percutants. Il y dénonce le racisme, les brutalités policières et l'indifférence des puissants face à la souffrance des peuples. Le clip réalisé par Spike Lee a deux versions, l'une tournée dans une prison où Michael chante entouré de détenus avec en incrustation des images de bavures policières, l'autre filmée dans les favelas de Rio au milieu des habitants pour donner la parole aux oubliés. Il évoque la solitude et la détresse avec Stranger in Moscow, une balade magnifique. D'ailleurs, c'est personnellement mon morceau préféré de Michael ever. Le clip en noir et blanc souligne ce sentiment d'isolement en montrant des personnes évoluant au ralenti dans une ville grise et pluvieuse. Enfin, il évoque ses peines de cœur avec You Are Not Alone, une balade où il se veut rassurant envers l'être aimé. Anecdote au passage, ce dernier entrera dans l'histoire en devenant la toute première chanson à débuter numéro 1 au Billboard. Personne n'avait réussi cet exploit avant Michael. Bref, il réitère encore une fois l'exploit de proposer un album complet, musicalement au top, visuellement au top, émotionnellement au top. Et même si la musique séduit, l'image de Michael reste fragilisée. Certains médias refusent de le promouvoir. Et puis le format double album, moitié compilation, moitié inédit, brouille un peu le message. Certains fans y voient une œuvre monumentale, d'autres une tentative un peu égocentrique de redorer son blason. Quoi qu'il en soit, History se vendra à plus de 20 millions d'exemplaires, soit 40 millions de disques vu que c'est un double album, ce qui en fait le double album le plus vendu de tous les temps. Michael Jackson demeure bel et bien le roi de la pop. Après le succès de History, de nouvelles informations vont émerger concernant l'affaire Chandler de 93. Elles viennent éclairer sous un jour différent le rôle d'Evan Chandler, le père de Jordan, et la façon dont toute l'histoire a explosé. Recontextualisons. Evan Chandler, dentiste à Los Angeles, avait connu un petit succès à Hollywood en coécrivant la comédie Sacré Robin des Bois. Il savait que son ex-femme et son fils passaient beaucoup de temps avec Michael Jackson et voyait d'un très mauvais œil cette relation, surtout après avoir appris que Michael venait de signer un contrat à plusieurs dizaines de millions de dollars avec Sony. Il aurait alors demandé à la star de financer un projet de film qu'il avait écrit, une proposition que Michael refusera poliment. Peu après, les tensions montent. Evan, qui ne voyait son fils que rarement, commence à accuser Michael de lui voler son enfant. Pris de colère, il aurait alors monté de toutes pièces l'histoire d'abus. Selon ses dires, Evan aurait administré à son fils un sédatif puissant, l'amobarbital, un médicament connu pour rendre les patients très suggestibles, donc facilement influençables. C'est sous cet état second, affirmera-t-il plus tard, que son fils aurait avoué des attouchements. Evan contacte alors Michael pour lui demander plusieurs millions de dommages en échange de son silence. Jackson refuse. Evan renouvelle ses menaces, mais Michael maintient son refus.
It'll be a massacre if I don't get what I want. I will get everything I want, and they will be destroyed forever. They will be destroyed. June is going to lose Jordy. She will have no right to ever see him again. Yeah. That's fact, Dave. That's what's Does that help? Michael's career will be over. Does that help Jordy? Michael's career will be over. And does that help Jordy? It's irrelevant to me. Quelques jours plus tard, la plainte est déposée et s'ensuivent les événements que l'on connaît. Toute cette histoire serait alors un coup monté pour de l'argent. Mais alors pourquoi dans ce cas, LaToya Jackson, la propre sœur de Michael, serait-elle allée publiquement contre son frère? Là aussi il y a une explication, à l'époque LaToya est sous l'emprise de son mari et manager, Jack Gordon, un homme violent qui contrôle sa vie et ses apparitions publiques. C'est lui qui la manipule pour accuser Michael, espérant tirer profit du scandale. Après leur divorce en 97, LaToya révélera avoir été battue et forcée de mentir. Elle présentera ensuite publiquement ses excuses à son frère et se réconciliera avec sa famille. À la fin des années 90, la vie personnelle de Michael va de nouveau faire parler plus que sa musique. En janvier 96, il divorce de Lisa Marie Presley, une séparation qui met fin à une union aussi médiatisée que fragile. Peu après, il se rapproche de Debbie Rowe, une infirmière qu'il connaît depuis des années. Elle devient alors un soutien pour lui dans cette période d'isolement et lui offre ce qu'il désire le plus, fonder une famille. Les deux se marient discrètement à Sydney en novembre 96 et en février 97 naît leur premier enfant, un garçon prénommé Prince. L'année suivante, en avril 98, ils accueillent une fille, Paris. Pour Michael, c'est une renaissance, il s'investit pleinement dans son rôle de père, cherchant à offrir à ses enfants la stabilité et l'enfance qu'il n'a lui-même jamais eue. Mais en 99, le couple se sépare à l'amiable, Debbie n'étant pas à l'aise avec la vie publique et le cercle médiatique autour de son mari. Elle renonce à la garde de ses enfants, estimant que Michael est mieux placé pour s'en occuper. Il devient alors un père célibataire reclus à Neverland, essayant de concilier l'amour absolu qu'il porte à ses enfants avec ce sentiment d'isolement grandissant. Au beau milieu de tout ça, Michael publie en 97 un projet un peu à part. Un album hybride de 13 titres avec 5 inédits et 8 remixes. Vu le peu de nouveaux morceaux et la promo quasi inexistante, Blood on the Dance Floor est davantage considéré comme un mini-album. Ce qui est dommage car le projet est archi qualitatif. Même si on le présente souvent comme un projet mineur dans la carrière de Michael, c'est en réalité l'une de ses œuvres les plus révélatrices. Le morceau titre Blood on the Dance Floor raconte l'histoire d'une femme fatale nommée Suzy, un personnage récurrent dans l'univers de Michael, symbole de la séduction dangereuse et de la trahison. Dans Morphine, Michael aborde frontalement sa dépendance aux antidouleurs, née après ses blessures et ses épisodes de stress. Superfly Sister traite du désenchantement moral et sexuel, évoquant à la fois ses racines religieuses et la superficialité du monde qui l'entoure. Avec Ghost et Is It Scary, Michael se confronte à l'image monstrueuse que les médias ont fabriquée de lui. Ces deux titres s'accompagnent du moyen-métrage Ghost, une œuvre visuelle de 39 minutes réalisée par Stephen King, où il incarne un artiste au pouvoir magique rejeté par une petite ville puritaine et traqué par la peur collective. C'est une sorte de métaphore de ce qu'il vit à l'époque. Évidemment, si Michael sort un projet, il faut qu'il batte un record au passage. Blood on the Dance Floor deviendra l'album de remix le plus vendu de tous les temps, avec plus de 6 millions d'exemplaires. Le pari est réussi, maintenant place au repos, enfin c'est ce qu'il espérait. Après la sortie de History et de Blood on the Dance Floor, Michael décide de faire une pause pour s'occuper de ses enfants. Sauf qu'évidemment, son label Sony voit cette pause d'un très mauvais œil. Sony avait signé avec lui le contrat le plus coûteux de l'histoire et s'attend à ce qu'il enchaîne rapidement avec de nouveaux albums et des nouvelles tournées. D'autant qu'à ce moment-là, le marché du disque traverse une chute historique des ventes, on est en pleine explosion du téléchargement illégal et Sony compte énormément sur Michael pour compenser la baisse de revenus. Michael, lui, il avait prévu de sortir un nouvel album, c'était stipulé dans son contrat, mais pas dans l'urgence imposée par Sony. Il veut prendre son temps, expérimenter et surtout élever ses enfants. À partir de là, les relations entre Michael et son label vont se tendre. Il se retrouve contraint de se remettre au travail en studio plutôt que prévu. Pour ce nouvel album, Michael fait encore une fois appel à la nouvelle génération de producteurs, et contrairement à ses albums précédents, il s'implique beaucoup moins dans la production. Il n'écrit et ne compose que 2 titres, parce qu'en fait il passe beaucoup de temps avec ses enfants.
Plus les mois passent, plus le coût astronomique et la lenteur du projet exaspèrent la direction du label, d'autant que Michael refuse de fixer une date de sortie et repousse sans cesse l'échéance. Début 2001, l'album est presque terminé, mais les tensions sont ouvertes. Michael annonce qu'il célébrera ses 30 ans de carrière solo avec 2 concerts exceptionnels au Madison Square Garden de New York, sans y inviter Sony. Les 2 concerts affichent d'ailleurs complets en quelques heures. Michael prouve qu'il reste un atout majeur, mais ses relations avec Sony se sont sérieusement détériorées. Le 6 juin 2001, l'album est officiellement bouclé et s'intitulera Invincible. Mais un nouveau conflit éclate, Michael veut faire de Unbreakable son premier single, un morceau puissant qui résume bien son état d'esprit de résilience. Sony refuse catégoriquement. Le label impose You Rock My World comme le titre de lancement, malgré la volonté de Michael. Le signe est clair, la relation entre Michael et Sony est fracturée. Tellement fracturée que Sony décide finalement de ne sortir aucun single physique avant l'album. You Rock My World n'est envoyé qu'en diffusion radio fin août 2001. Le morceau est si accrocheur qu'il atteint quand même la 10e place du Billboard, un exploit pour un single basé uniquement sur des diffusions radio. Sony n'avait même pas fabriqué de CD single aux États-Unis. Voyant cela, le label se ravise et sort un clip un mois plus tard. On y voit Michael entrer dans un club accompagné de l'acteur Chris Tucker. Il repère une femme qui l'attire et décide de la séduire malgré la présence d'un chef de gang dangereux. S'ensuivent des tensions dans le bar, des bagarres chorégraphiées et un final où tout le monde danse. Au passage, on aperçoit Marlon Brando en parrain de la mafia. Honnêtement, c'est peut-être le clip que j'ai le plus regardé quand j'étais petit, il était juste iconique. À ce stade, on se dit que Michael va encore une fois dominer les charts, mais c'était sans compter sur un événement majeur, totalement extérieur à la musique. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Les attentats du World Trade Center frappent New York et choquent la planète entière. Comme toutes les sorties prévues à ce moment-là, la promotion de Invincible se retrouve totalement éclipsée par la catastrophe. On apprendra d'ailleurs des années plus tard que Michael lui-même devait se rendre au World Trade Center ce matin-là, mais qu'il avait manqué son rendez-vous après avoir passé la nuit à discuter avec sa mère. Le mois suivant, le 30 octobre 2001, l'album Invincible sort avec une promotion quasi inexistante de la part de Sony. Musicalement, Invincible s'inscrit dans le R&B et la pop électronique du début des années 2000, tout en conservant le mélange de style propre à Michael. On y trouve des ballades somptueuses, des morceaux denses, entraînants, et même un rap en duo avec Notorious Big. L'album reçoit des critiques globalement positives, les journalistes saluent la voix de Michael et sa capacité à s'adapter aux sonorités contemporaines. Là où ça va coincer, c'est niveau marketing. L'accueil initial est excellent, l'album entre numéro 1 aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, au Canada et dans bien d'autres pays et s'écoule à 2 millions d'exemplaires en 2 semaines. Mais après cette frénésie initiale, Invincible chute rapidement dans les classements américains. Sony refuse d'investir dans une promotion massive. Michael accuse alors le label de saboter volontairement l'album pour le pousser à vendre une partie de son précieux catalogue des Beatles. Quel est le rapport ? Sony lorgnait sur cette mine d'or depuis longtemps et la situation financière de Michael commençait à se tendre. Pour tenter de rattraper les choses, Sony sort bien un deuxième single, Cry, mais uniquement en Europe, avec un clip où Michael n'apparaît même pas. Sans surprise, le titre fait un flop et disparaît vite des charts. Sony déclara froidement que le nom Michael Jackson ne fait plus vendre comme avant. Le culot.
Fin 2001, Invincible n'a que 2 mois d'existence, mais sa promotion est déjà quasiment abandonnée. You Rock My World restera finalement le seul vrai clip exploité du projet. Les tensions entre Michael et Sony vont ensuite devenir publiques et particulièrement virulentes. En juillet 2002, Michael prend tout le monde de court lors d'une conférence à New York en traitant ouvertement le PDG de Sony, Tony Mottola, de raciste et de diable, et en l'accusant de l'avoir escroqué et privé de promotion. C'est une rupture totale avec son label. Cet affrontement marque le début de l'isolement de Michael dans l'industrie musicale. Une suite d'événements personnels va ensuite précipiter sa chute. En novembre 2002, Michael séjourne à l'hôtel Adlon à Berlin. Pour saluer ses fans, rassemblés en bas, il se montre à son balcon et dans un moment d'égarement, il soulève son bébé de 9 mois au-dessus de la balustrade. Une serviette sur le visage de l'enfant pour cacher son identité. La séquence filmée et diffusée dans le monde entier déclenche un scandale immédiat. Les médias parlent de mise en danger d'enfants et l'image de Michael se détériore encore. Puis en février 2003, le journaliste britannique Martin Bashir obtient de Michael quelque chose d'inédit, la possibilité de le suivre pendant plusieurs mois avec une caméra afin de réaliser un documentaire. Michael, qui voit là l'occasion de redorer son image en montrant sa vie quotidienne, accepte. Le documentaire s'intitule Living with Michael Jackson. Au début, on voit Michael faire les boutiques, parler de son enfance, montrer Neverland, mais Bashir oriente très vite son reportage sur un aspect sensible, l'habitude qu'a Michael d'inviter des enfants malades à Neverland et parfois de les laisser dormir dans sa maison, voire dans sa chambre. Pas dans son lit, mais dans sa chambre, qui est finalement une énorme pièce avec des lits et des canapés partout. Dans le montage final très orienté, Michael passe pour un homme dangereux et inconscient. Quand l'émission est diffusée en février 2003, c'est un tollé. Michael se dit trahi par Bashir, mais le mal est fait. Living with Michael Jackson vient de raviver les pires soupçons aux yeux du public. Or, parmi les enfants apparaissant dans ce documentaire, il y en a un que l'on voit longuement, Gavin Arvizo, un garçon atteint d'un cancer que Michael avait pris sous son aile depuis 2000. Après la diffusion, et encouragé par l'emballement médiatique, la famille Arvizo affirme à son tour que Michael aurait eu un comportement déplacé avec Gavin. Les médias s'en donnent à cœur joie, Neverland est présenté comme un lieu glauque, propice à tous les fantasmes. Les images du documentaire sont rejouées en boucle sur les chaînes d'infos, tout ce que Michael fait est systématiquement interprété de la pire des manières. Michael nie catégoriquement, mais la tempête médiatique est totale. Pour la deuxième fois en 10 ans, il se retrouve accusé d'actes criminels sur mineurs. En novembre 83, la police perquisitionne Neverland avec un déploiement ahurissant. 70 officiers investissent le ranch au petit matin. Les images de l'opération font le tour du monde. Des documents, des ordinateurs et des objets personnels sont saisis. À la fin de la journée, le procureur annonce que Michael Jackson sera officiellement inculpé pour agression sexuelle sur mineurs. Quelques heures plus tard, Michael se rend volontairement aux autorités. Il est arrêté, menotté, photographié. Il est libéré sous caution, 3 millions de dollars quand même. Mais l'affaire est désormais officielle. Michael Jackson va être jugé pour crimes sexuels sur mineurs. L'année 2004 sera consacrée aux préparatifs du procès. Les médias campent devant le tribunal de Santa Maria en Californie. Les télévisions filment chaque arrivée de Michael, chaque déclaration d'avocat. Pendant ce temps, Neverland se vide, la plupart du staff est licencié, la santé de Michael décline, il ne s'alimente presque plus, et sa vie privée part en lambeaux sous la pression. Le procès s'ouvre en janvier 2005 et va durer 5 mois. Chaque matin, Michael doit se présenter au tribunal, affaibli, parfois en pyjama après une hospitalisation d'urgence, mais présent. Dehors, des centaines de fans le soutiennent inlassablement, tandis que des journalistes du monde entier font la queue pour entrer en salle d'audience. Très vite, les accusations de la famille Arvizo commencent à s'effriter au grand jour. Chaque jour d'audience apporte son lot de contradictions, de souvenirs imprécis, de témoins douteux. Mais Zero, l'avocat de Michael, démonte point par point le dossier du procureur. Premièrement, il y a son lot de contradictions et d'incohérences. La famille Arvizo change plusieurs fois sa version sur les dates, les lieux et les détails des faits supposés. Certaines déclarations faites aux enquêteurs en 2003 ne correspondent plus à ce qui est raconté devant le jury en 2005. Deuxièmement, il y a des preuves matérielles manquantes. Les allégations incluaient des scénarios entiers à Neverland sur des dates précises. Or, il est démontré que Michael était absent à certaines de ces dates, documentées par des enregistrements vidéo, des reçus, des témoignages. Par exemple, il situe des abus lors de la diffusion du documentaire de Bashir, alors qu'on prouve qu'à cette période, la famille avait déjà quitté Neverland.
Troisièmement, la famille a un passé opportuniste. On apprend durant le procès que les Arvizo avaient déjà accusé d'autres personnes par le passé pour obtenir de l'argent ou des avantages. Ils avaient estorqué un ancien avocat et sollicité de l'aide financière de plusieurs célébrités en racontant des mensonges. Ces éléments seront confirmés par des témoignages sous serment. Quatrièmement, le comportement de la mère. Plusieurs témoins, dont des ex-employés de Neverland et même le propre ex-mari de la mère, décrivent Madame Arvizo comme manipulatrice et malhonnête. À la barre, elle donne une impression excentrique voire instable, ce qui jette le doute sur sa crédibilité. Cinquièmement, il y a une absence totale de soutien d'autres victimes. La famille Arvizo prétend que d'autres enfants ont été victimes. Pourtant, ceux qui sont cités, Macaulay Culkin, Wade Robson et d'autres, témoignent en faveur de ce dernier, affirmant qu'il n'a jamais rien fait d'inapproprié avec eux. On comprend alors que la famille Arvizo s'est très fortement inspirée de l'affaire Chandler pour bâtir ses accusations avec l'espoir d'obtenir le même résultat, c'est-à-dire des millions de dollars. Mais cette fois-ci, Michael et son équipe sont déterminés à aller jusqu'au verdict. Plus question de passer pour le coupable en payant pour étouffer l'affaire. Le 13 juin 2005, après plus de 30 heures de délibération, le verdict tombe. We, the jury in the above entitled case, find the defendant not guilty of conspiracy as charged in count 1 of the indictment, dated June 13. Michael Jackson est acquitté de toutes les charges, 14 chefs d'accusation, tous rejetés. Il est totalement blanchi. À l'annonce du verdict, Michael fond en larmes, mais malgré la victoire judiciaire, il est brisé physiquement et émotionnellement. Il quitte le tribunal soutenu par sa famille, incapable de retourner à sa vie publique d'autrefois. Après son acquittement en juin 2005, Michael quitte presque immédiatement les États-Unis. Il est épuisé, traumatisé par le procès et convaincu qu'il ne peut plus vivre sereinement en Amérique, un pays où selon lui n'importe qui peut tenter de le détruire pour de l'argent. À l'invitation du prince de Bahreïn, Michael part s'installer dans ce petit archipel du golfe Persique. Il y vit reclus dans un palais somptueux mis à disposition. Là-bas, il retrouve un semblant de paix et une protection qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Il se tient éloigné des médias, se reconstruit lentement et tente de donner un sens à sa vie après avoir vu son empire, sa santé et sa réputation s'effondrer une nouvelle fois. Le problème, c'est que sans tournée ni nouvel album, ses revenus fondent comme neige au soleil, alors que son train de vie, lui, reste faramineux. Les dettes s'accumulent, il faut payer le personnel, la sécurité, les frais juridiques, les emprunts. Neverland coûte à lui seul des millions par an. Michael emprunte régulièrement en mettant son catalogue musical en garantie. Sur le papier, il reste immensément riche. Ses actifs musicaux valent encore des centaines de millions, mais concrètement, il manque de liquidité. La famille royale de Bahreïn l'aide financièrement, mais en échange, le prince espère relancer sa carrière. Il finance plusieurs projets, un album de duo, un livre, une autobiographie, et même une chanson caritative pour les victimes du tsunami en 2004. Un studio d'enregistrement est installé pour lui, des équipes sont mobilisées, mais Michael n'arrive pas à créer. Épuisé, fragile et encore sous médicaments, il enregistre très peu de choses concrètes. La collaboration échoue et le prince, qui avait avancé plusieurs millions, finit par poursuivre Michael en justice pour rupture de contrat. Michael quitte alors le Moyen-Orient et s'installe en Irlande dans un manoir à la campagne. Là-bas, étonnamment, il retrouve un peu d'inspiration. Il travaille en studio avec will.i.am des Black Eyed Peas et enregistre de nombreuses démos en explorant de nouveaux styles. Le duo parle d'un nouveau Michael prêt à se moderniser et à épouser les sons de son époque, mais aucune de ses chansons ne sortira officiellement. Michael doute, se replie et n'arrive pas à finaliser un projet complet. À plusieurs reprises, Michael revient discrètement aux États-Unis pour régler ses affaires, vendre des propriétés, renégocier des dettes, changer d'avocat, gérer Neverland où plus personne n'habite. Il évite les médias, se déplace masqué, vivant d'hôtel en hôtel comme un nomade de luxe. On le dit parfois incohérent sous l'emprise de médicaments anti-anxiété. Neverland, ce royaume d'enfants qu'il avait créé, n'est plus qu'une coquille vide après le procès. L'endroit porte encore les traces de l'enquête, portes forcées, étiquettes de preuves collées un peu partout. Michael refuse d'y remettre les pieds, pour lui ce n'est plus un refuge mais le symbole d'une trahison et d'une humiliation. Il laisse alors le ranch à l'abandon. En novembre 2006, Michael réapparaît brièvement sur scène au World Music Awards à Londres. Il doit y chanter We Are The World pour clôturer la cérémonie. Le public s'attend à un retour triomphal, mais Michael, manifestement fragilisé, ne chante presque pas et esquisse à peine quelques pas de danse.
La prestation choque ses fans, on réalise que Michael n'est plus l'artiste flamboyant d'autrefois, mais un homme diminué, marqué par les épreuves, les médicaments et l'éloignement de la scène. Ces années marquent son isolement extrême. Il n'a presque plus d'entourage à part ses 3 enfants et il ne fait plus confiance à personne. En 2008, ses problèmes financiers atteignent un point critique. Il ne peut plus rembourser l'emprunt contracté sur Neverland. Le ranch est alors placé sous menace de saisie. Pour éviter la confiscation, Michael se résout à céder Neverland à une société d'investissement qui rachète sa dette en échange d'une partie de la propriété. C'est une page qui se tourne, Neverland ne lui appartient plus en totalité. La santé de Michael se détériore rapidement, il souffre de douleurs chroniques, au dos notamment, d'insomnie sévère et d'une dépendance toujours plus grandissante aux médicaments, antidouleurs, somnifères, anxiolytiques. Son entourage décrit un homme fragile, parfois incohérent, incapable de gérer son stress. Au milieu de ce chaos, une idée commence à germer dans son esprit, revenir sur scène. Non pas pour la gloire, mais pour reprendre le contrôle de sa vie, éponger ses dettes et prouver qu'il en est encore capable. C'est dans cet état fragile, mais poussé par l'urgence financière, que naît son dernier projet. En mars 2009, à Londres, Michael annonce officiellement son grand retour sur scène. Lors d'une conférence de presse à l'O2 Arena, il apparaît devant une foule de journalistes et de fans surexcités. Visiblement ému, il prend la parole pour annoncer une série de concerts d'adieu intitulée This Is It. Au début, 10 dates sont prévues dans cette même O2 Arena, sauf que la demande de billets est tellement massive que l'organisateur ajoute date après date pour atteindre finalement 50 concerts étalés de juillet 2009 à mars 2010. En quelques heures, tout est vendu. C'est littéralement comme si un artiste remplissait 50 fois Bercy en une seule journée, c'est du jamais vu. Michael et Claire, ce seront ses derniers concerts. L'annonce fait la une de tous les médias. Après plus de 10 ans d'absence scénique, le roi de la pop va remonter sur scène pour un barreau d'honneur. Le compte à rebours commence, le show doit être mémorable. Michael s'entoure d'une équipe énorme, le chorégraphe et metteur en scène Kenny Ortega est choisi pour superviser le spectacle. Des milliers de danseurs auditionnent à travers le monde, seule une douzaine des meilleurs sont retenus. Michael imagine un spectacle total, projection en 3D, illusion de magie, numéro ambitieux, medley de ses plus grands hits entièrement réorchestrés. Il veut surpasser tout ce qu'il a fait jusque-là. Les répétitions débutent à Los Angeles au printemps 2009. L'atmosphère générale est contrastée. Par moments, Michael est en état de grâce créatif, il reprend le contrôle artistique, corrige chaque détail, danse avec énergie et chantonne avec une voix toujours aussi impressionnante. Mais par d'autres moments, il est à bout de force, il tremble de froid, oublie ses paroles et paraît perdu. Il alterne entre des fulgurances de génie et des absences inquiétantes. Plusieurs membres de l'équipe commencent à s'inquiéter sérieusement pour sa santé. Mais malgré tout, le show se monte petit à petit. Des enregistrements vidéo montrent un Michael certes amaigri, mais encore capable de bouger et de chanter formidablement pour son âge. Il y a une lueur d'espoir, This Is It sera peut-être le comeback tant espéré. Emergency. Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. Doctor, what happened? Sir, we have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not. Okay. Okay, how old is he? He's 50 years old, sir. 50? Okay. He's unconscious, he's not breathing? Yes, he's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either? He's not No, breathing? he's not conscious, sir. Okay. Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Okay? Okay, let's get him down to the floor. I'm gonna help you with CPR right now, okay? Did anybody see him? Yes, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you got a doctor there? Yes, but he's not responding to anything, sir. Oh, okay. Le destin en décidera autrement. Le 25 juillet 2009, aux environs de midi, Michael est retrouvé inconscient dans la maison qu'il loue à Los Angeles. Son médecin personnel, le docteur Conrad Murray, est à ses côtés et tente de le réanimer. Les ambulanciers arrivent et transportent Michael au Ronald Reagan Medical Center. Pendant plus d'une heure, les médecins tentent de le réanimer, sans succès. Michael Jackson est déclaré mort à 14h26, il avait 50 ans. La nouvelle provoque un choc mondial sans précédent. En quelques minutes, les médias du monde entier interrompent leur programme, Internet vacille sous l'afflux de connexions, Google plante momentanément, croyant à une attaque tant les requêtes Michael Jackson explosent, Twitter et Facebook battent des records d'activité, l'onde de choc est planétaire. À Los Angeles, quelques jours plus tard, le 7 juillet 2009, une cérémonie d'hommage
public est organisé au Staples Center. 17 000 places seulement sont disponibles pour plus de 1,6 million de demandes. Un tirage au sort désigne les quelques élus. Le jour J, la ville de Los Angeles est en état de siège, quartier entier bouclé, plus de 1400 policiers mobilisés, et la cérémonie est retransmise gratuitement sur toutes les grandes chaînes. On estime qu'elle aura été suivie par près d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde. Michael Jackson est inhumé le 3 septembre 2009 au Forest Lawn Memorial Park de Glendale lors d'une cérémonie privée. En quelques semaines, il se vend plus d'1,5 million d'albums de Michael, rien qu'en France, et plus de 18 millions dans le monde. Tous ces albums réintègrent le top 10 des ventes simultanément. L'émotion est planétaire, sincère, massive, sans doute unique dans l'histoire de la musique moderne. Une enquête est bien sûr ouverte sur les circonstances de sa mort. On découvre rapidement que Michael bénéficiait chaque nuit d'un traitement très lourd pour son insomnie, du propofol, un puissant anesthésiant normalement réservé au bloc opératoire que son médecin lui administrait à domicile, ce qui est totalement inapproprié. Le docteur Conrad Murray, qui était aux côtés de Michael ce jour-là, se retrouve au centre de l'affaire. Les mois suivants mettent en lumière une réalité sombre. Michael souffrait d'une insomnie chronique invivable, était dépendant aux sédatifs, subissait une pression financière immense et vivait entouré de médecins complaisants incapables de lui dire non. Conrad Murray sera reconnu coupable d'homicide involontaire en 2011 et condamné à 4 ans de prison. La mort de Michael révèle qu'à la fin, tout le système autour de lui s'était effondré, au moment même où il tentait un dernier retour. L'histoire de Michael ne s'arrête pas en 2009, loin de là. Après sa mort, il devient un phénomène culturel et économique sans équivalent. Ses héritiers et Sony s'appuient sur les centaines d'heures de maquettes et d'enregistrements inachevés qu'il a laissés pour publier plusieurs projets et même faire apparaître sa voix aux côtés d'autres artistes. Je vais pas trop m'étendre sur ces projets posthumes, personnellement je suis mitigé sur le concept, mais faut les mentionner. En 2010 sort l'album Michael, construit à partir de démos retravaillées, avec des invités comme Akon, 50 Cent. L'accueil est tiède, certains fans doutent même de l'authenticité de la voix sur quelques titres. En 2014, l'album Escape propose 8 chansons inédites de Michael, modernisées par des producteurs contemporains pour leur donner une seconde vie. Une version deluxe permet d'écouter les maquettes originales en bonus. Ce projet sera bien mieux accueilli. Côté featuring marquant, on notera par exemple en 2018 le titre Don't Matter to Me de Drake, qui intègre des voix enregistrées de Michael sur une mélodie inédite, offrant d'une certaine façon le dernier top 1 de Michael. This life don't last forever. Hold my hand. So tell me what we're waiting for. Hold my hand. Tell me if you really love me. In our life, in our babies, baby. 'Cause love never felt so good. It don't matter to me. It don't matter to me what you say. It don't matter to me. Ces sorties créent à chaque fois des débats. Vaut-il mieux préserver l'œuvre originale et laisser les inédits au placard, ou bien montrer au monde les trésors qu'il avait enregistrés? Quoi qu'il en soit, à chaque parution, les ventes et les streams explosent, signe que le public a toujours un appétit immense pour tout ce qui touche de près ou de loin à Michael Jackson. Au-delà de la musique, l'héritage de Michael est aussi financier. Peu d'artistes avaient compris comme lui la valeur des droits d'édition musicale. De son vivant, on l'a vu, il avait fait un coup de maître en rachetant le catalogue des Beatles en 85. Après sa mort, cette participation devient l'un des actifs les plus rentables de l'industrie musicale. En 2016, ses exécuteurs testamentaires, dont John Branca est aux commandes, vend à Sony la part de Michael pour 750 millions de dollars. Cette transaction fait de Michael l'artiste le mieux payé de l'année 2016, 7 ans après sa mort. Et en 2023-24, Sony aurait de nouveau conclu un accord, cette fois-ci pour acquérir la moitié du catalogue restant des chansons de Michael lui-même, ses masters et droits d'édition personnels, pour une somme estimée entre 1,2 et 1,5 milliard de dollars. Si c'est confirmé, cela établirait un nouveau record de la plus grosse transaction jamais réalisée pour le catalogue d'un artiste. 15 ans après sa disparition, Michael Jackson resterait ainsi l'un des artistes les mieux payés au monde. Aujourd'hui, le catalogue musical de Michael Jackson est considéré comme l'un des actifs les plus précieux et les plus influents au monde. Il fait partie de ces actifs ultra rares comme les Beatles, Disney ou Marvel, des œuvres qui non seulement valent des milliards, mais génèrent des milliards. À l'échelle mondiale, c'est comparable à Pokémon, Coca-Cola ou Star Wars, des propriétés impossibles à remplacer.
En termes d'influence artistique, c'est simple, Michael a redéfini presque chaque domaine qu'il a touché. Grâce à lui, les clips sont devenus plus que de simples outils promotionnels, ce sont des formes d'art à part entière, des courts-métrages au sens de la musique. Les concerts pop ne sont plus de simples enchaînements de chansons, ce sont des spectacles pensés comme des shows avec des thèmes, des effets spéciaux, des scénographies ultra travaillées. Toute la génération suivante d'artistes s'inspire de Michael. Pour ne citer que Beyoncé, The Weeknd, Usher, Bruno Mars, Justin Timberlake, Chris Brown, Ne-Yo, Travis Scott, Jul on va doser, mais je suis sûr qu'il y a un monde où ça influe. Tous reprennent directement ou indirectement son esthétique, ses chorégraphies, son style vocal ou sa vision du divertissement. Même des artistes de K-pop ou de musique latine citent Michael comme modèle absolu. Plus largement, son impact dépasse le cadre musical. Il a influencé la mode, la danse, la réalisation de spectacles et même certaines causes humanitaires. En termes de portée, d'innovation et de reconnaissance, Michael Jackson est simplement l'artiste solo le plus influent de l'histoire moderne. Il a élevé la barre si haute que beaucoup estiment qu'on ne reverra jamais un phénomène culturel d'une telle ampleur. En 2019, Michael est à nouveau au cœur de l'actualité avec le documentaire Leaving Neverland. Ce film de 4 heures se concentre sur les témoignages de 2 hommes, Wade Robson et James Safechuck, qui affirment que Michael les a abusés sexuellement lorsqu'ils étaient enfants, à la fin des années 80 et au début des années 90. Pendant des heures, Wade et James décrivent dans les détails les plus explicites comment Michael Jackson aurait sous couvert d'amour commis des actes pédophiles à leur égard. Safechuck raconte même qu'à 10 ans, il aurait participé à une cérémonie de mariage factice avec Michael, échangeant des vœux et une bague. Ils expliquent qu'à l'époque, ils ne se rendaient pas compte de la gravité des actes et qu'ils en ont pris conscience que bien plus tard, une fois adultes et eux-mêmes pères de famille. Leaving Neverland est diffusé en mars 2019 sur HBO aux États-Unis et Channel 4 au Royaume-Uni. L'impact médiatique est gigantesque, comme si une nouvelle bombe éclaboussait la réputation de Michael Jackson 10 ans après sa mort. Des radios décident de retirer ses chansons de leur playlist, un épisode des Simpsons où il avait fait une voix est supprimé des plateformes, la maison Louis Vuitton annule la sortie de vêtements inspirés par Michael, des musées rangent certains objets en réserve, on reparle de cancel culture à son égard, bref, ça prend des proportions énormes. Évidemment, les fans de Michael crient au scandale et pointent les faiblesses du documentaire. De son côté, la famille des Jackson attaque même HBO en justice. L'affaire est complexe. Alors concrètement, Michael Jackson était-il un prédateur ? C'est la question que tout le monde se pose à nouveau. Et si vous avez écouté tout ce qui précède, vous savez à quel point c'est tragique d'en arriver là après tant d'années. En réponse à Leaving Neverland, plusieurs contre-enquêtes indépendantes vont voir le jour. Des journalistes, des avocats, des enquêteurs privés se plongent dans les faits. Et ces contre-documentaires mettent en lumière de nombreux éléments passés sous silence par le réalisateur et ses témoins. Sans pouvoir tout détailler, voici quelques faits importants qui ressortent, et honnêtement vous allez comprendre que c'est comme les affaires précédentes finalement. Premièrement, Robson et Safechuck ont soutenu Michael pendant des années. Wade Robson a témoigné sous serment en 2005 lors du procès Arvizo, affirmant que Michael ne lui avait jamais rien fait de répréhensible. James Safechuck avait dit la même chose aux enquêteurs en 93. Pendant plus de 20 ans, ni l'un ni l'autre n'ont accusé Michael, au contraire ils l'ont défendu publiquement. Wade Robson est même resté proche de la famille Jackson longtemps après la mort de Michael. Ce n'est qu'en 2013 que Wade change totalement de version et dépose une plainte pour abus sexuels suivie par Safechuck en 2014. Deuxièmement, il y a encore une fois des motivations financières avec un timing plus que douteux. En 2013, Robson a 30 ans et connaît des difficultés dans sa carrière. Il avait postulé pour chorégraphier le spectacle du Cirque du Soleil sur Michael et n'avait pas été retenu. Il affirme soudain se souvenir d'abus et réclame devant les tribunaux 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts aux entreprises de Michael. Safechuck, lui, traverse des soucis financiers importants et engage à son tour une action en justice en 2014 avec une demande d'indemnisation similaire. Les 2 plaintes seront rejetées en 2017 par la justice pour prescription, mais en 2019, l'État de Californie modifie la loi sur les délais de prescription pour les abus sur mineurs, rouvrant une fenêtre judiciaire pour eux, et c'est précisément à ce moment-là qu'ils sortent leur documentaire à charge. Difficile de ne pas y voir une coordination. Troisièmement, il y a des incohérences factuelles dans les récits. Un exemple frappant devenu viral, Safechuck affirme qu'il aurait été abusé dans la gare de Neverland de 88 à 92, or les plans et permis de construire montrent que la gare de Neverland a été construite en 94, soit 2 ans après la période indiquée. Quand cette contradiction a été révélée, il a maladroitement tenté d'expliquer qu'il s'était trompé de date, ce qui jette un sérieux doute sur tout le reste de la chronologie, quoi.
Il y a de nombreux faits qui ne collent pas du tout avec la chronologie. Par exemple, Wade dit dans le film avoir été abusé pour la première fois en 90 à Neverland. Or, on retrouve dans des interviews de sa mère disant que la famille n'a connu Michael qu'en 91. Wade prétend aussi que Michael l'a empêché de voir sa famille pendant une visite en 92, mais les propres témoignages de sa mère et les photos montrent qu'elle était avec lui pendant presque tout le temps. Bref, il y a des contradictions et des invraisemblances à la pelle. Quatrièmement, des objets dits brûlés vont réapparaître. Dans le documentaire, Wade raconte qu'en grandissant, il a été tellement perturbé qu'il a brûlé et détruit tout ce que Michael lui avait offert. Photos, lettres, cadeaux. Or, quand il intente son procès en 2013, Wade présente justement en preuve de nombreuses photos, lettres et cadeaux qu'il était censé avoir brûlés des années plus tôt. Il y a un malaise. D'ailleurs, les lettres qu'il attribue à Michael sont contestées, les enquêteurs ont révélé que la signature ne correspondait pas à celle de Michael. Cinquièmement, il y a une absence de tout autre témoin à charge, comme dans les autres affaires précédentes. Mis à part les deux qui se plaignent, personne d'autre n'a confirmé leur dire. Au contraire, tous les enfants qui ont grandi aux côtés de Michael réfutent catégoriquement avoir vu ou subi quoi que ce soit de déplacé. Macaulay Culkin, qui est cité comme autre victime potentielle dans le doc, a traité cette idée de ridiculement fausse. Face à tout ça, de nombreux fans et observateurs se mobilisent, une campagne est lancée, Fact Don't Lie, People Do, les faits ne mentent pas, les gens si, affiches dans les rues, pétitions en ligne, boycott de Channel 4 et de HBO. Personnellement, après avoir tout examiné, je suis convaincu que ces nouvelles accusations sont aussi infondées que les précédentes. Les analyses juridiques indépendantes vont d'ailleurs toutes dans le même sens. Michael Jackson, dans sa psychologie, fonctionnait davantage comme un enfant que comme un adulte. Il parlait souvent de son enfance volée, de son besoin de recréer un univers de jeu et d'amour pur. À Neverland, il se voyait un peu comme Peter Pan, entouré de garçons perdus. Bien sûr, laisser des enfants dormir dans sa maison ou tenir la main d'un enfant qui n'est pas le sien, c'est perçu comme étrange par la société, et ça peut être gravement mal interprété. Michael, lui, ne voyait pas forcément le mal dans ses gestes qu'il pensait innocents. C'est cette naïveté ou cette négligence, selon le point de vue, qui l'a rendu vulnérable aux attaques. Des personnes mal intentionnées ont pu y voir l'opportunité de soutirer de l'argent dans un pays où les procès aux civils sont monnaie courante. L'accord financier conclu en 1994 avec les Chandler, bien qu'il ait été fait sur des conseils des assurances, a hélas ouvert la boîte de Pandore. Il a montré qu'on pouvait obtenir un joli chèque de Michael, et d'autres en ont profité. Pour la petite histoire, quelques mois après la mort de Michael en 2009, Evan Chandler, le père de Jordan, s'est suicidé. On ne saura jamais vraiment pourquoi. Dépression, remords ou autre raison, mais c'est un élément troublant de plus. En définitive, après plus de 10 ans de procès, 30 ans d'enquête, y compris celle très poussée du FBI entre 1993 et 2005, aucune preuve matérielle n'a jamais été trouvée contre Michael Jackson. On peut choisir de croire Wade et James sur parole ou de croire les dizaines d'autres qui jurent que Michael était quelqu'un de bien, c'est subjectif, mais factuellement, Michael Jackson reste innocent. Pour conclure sur une note plus légère, vous le savez sûrement, un biopic sur la vie de Michael est actuellement en préparation à Hollywood avec l'accord de sa famille. Il devrait sortir en 2026 et c'est le neveu de Michael, Jafar Jackson, qui l'incarnera à l'écran. J'espère sincèrement que ce film fera honneur à l'immense artiste qu'il était et qu'il mettra en lumière ce qu'on devrait avant tout retenir de lui, sa musique et son génie créatif. Parce que oui, personne de notre époque n'égale son impact. Pour trouver une comparaison, il faudrait remonter à des figures comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange, des artistes totaux qui ont marqué leur siècle et laissé une empreinte indélébile. Alors un jour, un artiste fera-t-il mieux que Michael Jackson ? Peut-être, mais honnêtement, c'est très peu probable. Michael Jackson est et restera sûrement le plus grand artiste de l'ère moderne. C'est une fin de tournage!